en une trentaine de minutes, environ un peu moins, vingtaine peut-être, sans doute, le président français sera reçu à la Marina par son hôte béninois, Patrice Talon, dans un palais totalement métamorphosé. Première visite de Macron au Bénin, visite événement après celle, ça remonte déjà à 7 ans, d'un président français au Bénin, c'était en 2015. François Hollande, pour ne pas le nommer. Visite événement scrutée de très près par l'opinion béninoise et l'opinion africaine. Et même en France, car des députés français se sont écriés « Qu'est-ce que Emmanuel Macron va bien chercher en Afrique par 7 ans de crise économique en France ?» À notre tour, nous aussi, comme l'opinion africaine, d'en interroger le sens et la portée. Qu'en attend la partie béninoise ? Réponse en primeur ici sur la télévision nationale où nous allons vous faire vivre de bout en bout tous les instants solennels de la rencontre de Patrice Talon et d'Emmanuel Macron au Palais, rencontre tête-à-tête élargie aux différentes deux délégations de la partie béninoise et très forte avec qui Emmanuel Macron est venu au Bénin. Et sur ce plateau, pour essayer de décrypter le sens de cette visite, j'ai deux spécialistes des questions internationales. L'un, c'est son métier, il est diplomate. Il est le secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères de la coopération, Franck Armel Afoukou. Bonjour et merci de partager avec nous la perspective officielle d'analyse de cette visite de Macron au Bénin. Bonjour, M. Sounouvou, c'est un plaisir. En face, un spécialiste des questions internationales, il dirige un magazine éponyme, le label diplomatique Héribert Label Adjovi. Vous êtes bien servi, label diplomatique. Bonjour, Ozias Sounouvou, chers téléspectateurs, bonjour. Eh bien, on verra avec vous un regard indépendant, eh bien, celui-là que vous diffusez à travers votre magazine Label Diplomatique. Et pour vous faire vivre l'événement de bout en bout sur le terrain, nous avons dans les jardins de la Marina, Nicanor Kovi, qui est à hauteur du point d'arrivée du président Macron à la Marina. Ce point même, cet espace où il sera reçu par Patrice Talon et toujours au cœur de la Marina, dans les jardins de la Marina, mais un peu décalé. Ricardo Loïc Pécou à la hauteur du point de presse réservé à l'exercice médiatique final, séquence finale de la rencontre entre les deux hommes d'État au Palais. Après, bien sûr, une immersion dans l'expo événement. Cette exposition qui tient en haleine tout un peuple, voire tout un continent, depuis déjà quelques mois après le retour d'exil des trésors royaux du Dahomey. Et si on revisitait l'arrivée de Macron au Bénin hier nuit, c'était un peu avant minuit. 0h17 ce mercredi 27 juillet. L'avion présidentiel de la République française foule le tarmac de l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganty. À son bord, un passager de marque, le président français Emmanuel Macron. Il est accueilli par 3 membres du gouvernement béninois. Romial Wadahi de l'économie et des finances, Aurélien Agbenonsi des affaires étrangères et de la coopération, et Jean-Michel Hervé Abimbola de la culture, des arts et du tourisme. Le numéro 1 français vient renforcer les liens diplomatiques et de coopération entre nos deux pays. Par ailleurs, le réaménagement opéré par le gouvernement à l'aéroport de Cotonou a transfiguré le salon présidentiel. Rien n'est choisi au hasard, dans un décor féerique de classe exceptionnelle, digne des personnalités de marque. Ici, les 3 ministres et leurs hôtes ont eu un tête-à-tête à l'abri de nos caméras. Durant son séjour en terre béninoise, il est prévu des signatures de divers documents, la visite des œuvres royales et contemporaines avec le président Patrice Talon, la visite du lycée français de Cotonou, de Semen City et une rencontre avec les jeunes. L'arrivée de Macron vient à coup sûr réchauffer l'axe Cotonou-Paris.
chers invités. En attendant de commenter les différentes séquences de la visite qui va intervenir, de la rencontre qui va intervenir dans quelques petites dizaines de minutes, un peu moins de 2 dizaines de minutes, rencontre entre les deux hommes d'État. On va peut-être analyser un peu le contexte dans lequel s'inscrit cette visite. Cette visite fait suite après le retour, cet acte de diplomatie culturelle, le retour des trésors royaux d'Ambomé, du Dahomey, du Bénin, ex-Dahomey. Un acte de restitution de 26 trésors appréciés dans une Afrique quand même en pleine défiance de la présence française en Afrique, une Afrique admirative de Patrice Talon qui a enfourché là un élan avant-gardiste pour reconquérir de manière intégrale le patrimoine culturel du Bénin et suivi d'ailleurs par beaucoup d'autres pays africains. Comment doit-on saisir cette visite, analyser cette visite d'Emmanuel Macron au Bénin dans ce contexte-là? Franck Armel Afoukou. Merci. Je dirais que la visite d'un chef d'État a toujours été un événement majeur dans la vie diplomatique. Et ça a été également un témoin incontournable de la bonne santé des relations diplomatiques et des relations bilatérales entre les deux pays concernés. Et pour situer le contexte de la visite du président Emmanuel Macron, vous l'avez dit tantôt, que cette visite intervient après celle du président François Hollande en 2015. Mais il faut aussi préciser au niveau personnel que le chef de l'État a initié cette tournée à la suite de sa réélection en France pour son second mandat et que cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée africaine qui traduit la priorité que le président français souhaite accorder à l'Afrique au cours de son quinquennat. Cette visite au niveau bilatéral s'inscrit également dans une dynamique lancée par le chef de l'État Patrice Talon depuis son arrivée au pouvoir, qui voudrait construire avec la France un partenariat efficace et complètement décomplexé, un partenariat qui fait déjà ses preuves et vous l'avez vu en témoignage la restitution des 26 œuvres appartenant au trésor royal d'Abomey en 2021. Partenariat décomplexé, c'est la doxa de la diplomatie béninoise, affirmée et affichée déjà par Patrice Talon lorsqu'il félicitait Emmanuel Macron après sa réélection. On va vous entendre dans un instant Heribert Labelle-Adiovi sur des éléments d'explication. Mais avant, le président français, selon le timing des événements tels que décrits par le programme initial, l'agenda initial, eh bien, serait sur le point de s'ébranler de son hôtel vers la Marina. On va donc directement à la Marina pour voir le décor dans lequel va se dérouler cette rencontre entre Patrice Talon et Emmanuel Macron. En position à la hauteur du point d'arrivée de Macron à la Marina, Nicanor Kovi, dites-nous quelle est l'ambiance qui règne. Faites-nous un petit topo sur le site où vous êtes positionné. Nicanor Kovi. Eh bien, Osias Sounouvou, amis téléspectateurs, à 2 minutes à vol d'oiseau d'ici, plus au sud, la mer, l'océan Atlantique. L'océan Atlantique, disais-je, la statue de bronze de l'Amazone, eh bien, sur le boulevard de la Marina, revêtu, lui, de sa toute nouvelle apparence. Plus au sud, plus au nord, j'allais dire, il y a l'avenue Jean-Paul II et au milieu de tout ceci, le palais de la présidence de la République. C'est ici, dans cet écrin de sécurité et de verdure, que dans un petit moment, le président Patrice Talon va accueillir son homologue français Emmanuel Macron. Écrin de verdure, disais-je, car les nombreux aménagements paysagers mettent en relief les rénovations entreprises par l'actuel locataire de la Marina depuis son arrivée en 2016. Et vous le voyez, les fleurs tropicales, les plantes ornementales, les essences diverses ont fini de remodeler l'architecture d'un palais présidentiel comme on ne l'a jamais vu par le passé. Et pour en revenir à cette visite de travail, elle intervient, on ne le sait que trop, dans un contexte alors que le Bénin et la France ont entamé un nouveau virage dans leur collaboration, dans leur coopération bilatérale depuis le 9 novembre 2021, date précise de la restitution au Bénin de 26 trésors royaux,
tombé dans le patrimoine français à l'issue de la Deuxième Guerre du Dahomey, c'était à la fin du 19e siècle. Au menu de cette visite de travail, des honneurs militaires, bien entendu, un tête-à-tête entre les deux chefs d'État dans les bureaux du président de la République, Emmanuel Talon, une séance élargie par la suite aux deux délégations des deux partis. S'en suivra la signature d'une série de documents, des conventions et bien entendu, cerise sur le gâteau de ce déplacement du président Macron à Cotonou, la visite de l'exposition événement, l'exposition diptyque, art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Tout cela est à suivre en direct sur nos antennes avec vous, évidemment, Osias Sounouvou, en narrateur impénitent de ces moments d'histoire que nous nous apprêtons à vivre ici, au Palais de la Présidence de la République, la Marina. Merci Nicanor Kovi. Également dans les jardins de la Marina, nous allons retrouver Ricardo Loïc Pécou, lui qui se trouve au point de presse aménagé pour l'exercice médiatique final, la séquence, l'acte final de cette rencontre Macron-Talon. Ça rime bien. Ricardo Loïc Pécou, décrivez-nous l'ambiance qui règne. Bonjour Osias Sounouvou, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce jardin du Palais de la Marina qui offre à contempler ce beau paysage fait de palmiers, de fleurs et de gazons bien taillés. Nous sommes bien à la présidence de la République du Bénin, telle que rénovée par Patrice Talon. Et vous l'avez dit, c'est ici, dans cet exceptionnel cadre, que les deux personnalités, les deux chefs d'État vont animer une conférence de presse conjointe. Osias Sounouvou, vous le savez sans doute, la France et le Bénin entretiennent une relation exceptionnelle. Exceptionnelle d'abord parce qu'elle est fondée sur l'histoire. Je ne vous la réciterai pas ici. La preuve, c'est le retour des trésors royaux sur leur terre natale. Un processus qui a duré plusieurs années, mais qui a connu un heureux aboutissement grâce à la volonté des deux chefs d'État. Relation exceptionnelle, disais-je tantôt, parce que les deux pays entretiennent des liens de très grande confiance. Les relations entre les deux pays sont aussi exceptionnelles parce que non seulement il y a ces liens de très grande confiance, de coopération, mais surtout lorsqu'il s'est agi d'assurer la sécurité en Afrique, les deux pays ont toujours travaillé, ont toujours coopéré pour atteindre cet objectif. Osias Sounouvou, Emmanuel Macron et Patrice Talon vont venir ici dans quelques petites minutes. En attendant, nous profitons de cette verdure et de cet agréable vent qui souffle ici au Palais de la Marina, Osias Sounouvou. Oui, je comprends votre impatience, Ricardo Loïc Pécou, dans quelques petites minutes, mais enfin, on va attendre encore peut-être quelques dizaines de minutes. Je comprends votre impatience et sans doute la fébrilité qui s'empare déjà du banc de presse qui attend les deux chefs d'État pour leur poser des questions. Au cœur des questions, merci Ricardo, on vous retrouve dans la séquence de la conférence de presse. Je suis à vous maintenant. Heribert Label Adjovi, on l'a indiqué, tous nos confrères l'ont indiqué, on est dans un contexte de diplomatie culturelle où Macron a fait un geste historique. En forçant la main à tout ce conservatisme français qui considérait comme propriété française des trésors culturels qui ont été préemptés lors des guerres de colonisation au Bénin, en Afrique, un peu partout. Et dans un contexte de défiance de la présence française en Afrique, est-ce que c'est là une arme magique trouvée par Macron, le stratège, pour partir à la reconquête de l'Afrique par le cœur du Bénin? Mais vous faites bien de poser cette question, puisque vous l'avez dit, effectivement, nous sommes dans un contexte où l'image de la France n'est pas forcément bien vue par ici. Cela dit, il faut quand même... Notamment au Sahel. On verra tout à l'heure à travers des sujets de reportage les relations, le vécu des Français au Bénin. Ben, je vous laisse continuer. Oui, il faut quand même préciser que en 39 ans ou 40 ans, c'est le troisième président français qui foule le sol du Bénin. Avant le président Emmanuel Macron, on a eu deux François, François Mitterrand, les 15 et 16 janvier 1983, 6 ans après l'agression
du 16 janvier 1977. Après lui, on a eu, vous l'avez rappelé à l'entame de cette émission, on a eu le président François Hollande dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 juillet 2015. Et donc, le président Emmanuel Macron, après deux François qui peuvent rappeler la France, nous avons Emmanuel Macron, Emmanuel Dieu avec nous, d'une certaine manière, qui rappelle un peu que, si je peux faire la comparaison, on a eu deux présidents avant lui qui ont dit il faut que nous affirmons la domination de la France sur les pays africains, et notamment francophones. Mais on a un Emmanuel Macron qui nous rappelle aussi, Emmanuel, que en fait, même chez nous, nous pouvons nous développer, nous avons les potentialités pour nous développer. Et donc, vous faites la référence en faisant voir ce hiatus dans la politique africaine de la France avant Macron. Vous faites référence au discours charnière de Ouagadougou, où, en tout cas, c'est sa prétention, c'est son affirmation. Macron décide de mettre fin à la fameuse France-Afrique, politique d'influence de la gouvernance politique en Afrique, avec pas mal de magouilles, osons les mots, et voilà, et d'influence des affaires en Afrique. Oui, et comme je le disais tout à l'heure, vous avez vu, en 83, il y a 39 ans, le président François Mitterrand est là, et on a aujourd'hui, 39 ans après, un président de la République française, Emmanuel Macron, qui est venu au pouvoir en 39 ans. Ce n'est pas un hasard. Et on a vu qu'effectivement, après le discours de Ouagadougou en 2017, il a décidé, avec le courage manifesté par le président Patrice Talon, de libérer déjà 26 trésors royaux qui ont été pillés lors de l'attaque du palais royal d'Abomey, et donc il y a 130 ans. Et c'est quand même un pas important, qui prouve que... Est-ce que vous pensez que Macron a été un habile joueur, un habile manœuvrier, stratège diplomatique en accédant à cette demande? Encore que Patrice Talon, il veut plus, il veut davantage. Si vous permettez, on va écouter, sinon la doléance, en tout cas cette sorte de revendication douce de Patrice Talon sur le perron de l'Élysée quand il était allé obtenir la restitution des trésors royaux. Comment voulez-vous qu'à mon départ d'ici, avec les 26 œuvres, mon enthousiasme soit total, pendant que le dieu Gou, œuvre emblématique, représentant le dieu des métaux et de la forge, la tablette du Fa, œuvre mythique de divination du célèbre devin Guédégbé et beaucoup d'autres, continuent d'être détenus ici en France aux grandes dames de leur ayant droit. Mais, est-ce que désormais l'espoir n'est pas permis? Si. Si, Monsieur le Président. L'espoir de leur retour au pays, eux aussi. Ces œuvres que je viens de citer et les autres. L'espoir de leur retour au pays est désormais permis grâce à vous. C'est extraordinaire. Voilà, donc Patrice Talon, il veut aller au-delà. Il saisit là une occasion historique pour recouvrer pour le Bénin, et sans doute suivi par d'autres pays africains, l'intégralité de cette mémoire de la dignité des temps glorieux de l'Afrique. Oui, je pense que à travers le Bénin, c'est toute l'Afrique qui a été honorée. Et en tant qu'Africains, nous avons pour coutume de faire la part des choses. Oui, nous avons beaucoup de choses à reprocher à la France, aux Occidentaux, c'est vrai, mais à travers ce geste, on voit quand même qu'à travers le retour de ces trésors royaux, déjà, c'est un début de retour, que ce soit de nos biens, de nos œuvres culturelles, mais au-delà, de nos frères et sœurs de la diaspora, tous ceux qui doivent venir pour qu'ensemble l'Afrique de l'intérieur et l'Afrique de la diaspora se retrouvent pour construire notre continent. Et qu'on le veuille ou non, le président Emmanuel Macron, que ce soit stratégique ou pas, en le faisant,
il a inscrit son nom dans l'histoire. On a oublié de mentionner que Jacques Chirac aussi était au Bénin, mais à la faveur d'une rencontre de la francophonie. C'était pas dans, voilà, 95, c'était pas à l'occasion d'une visite bilatérale, mais voilà, à la faveur de cet événement de la francophonie, ce grand rassemblement de la francophonie. Est-ce que vous pensez que Macron va aller au-delà des 26 va aller jusqu'au bout, voilà, de son audace? Il y a une loi cadre qui est en instance d'être votée. La question est de savoir si, avec cette majorité faible qu'il a aujourd'hui, au Parlement après son élection, il pourra faire avancer ce sujet et aller jusqu'au bout de la revendication de Patrice Talon. En tout cas, on le souhaite bien, puisque... Vous le sentez dans cette dynamique-là, Macron? Ben, je ne peux pas parler à sa place, mais ce dont je suis convaincu, il faudra y aller. Encore que, en tant qu'Africains, nous disons, au-delà de la restitution, on parle de réparation, on parle d'avoir des musées qui puissent contenir ces œuvres. Et dans ce sens-là... La France est engagée, c'est à son honneur d'appuyer justement ce programme muséographique du Bénin. Oui, maintenant, on sait que ça fait quand même plus d'un centenaire là-bas et que l'opinion publique africaine se dit, pendant près de 100 ans, combien de ressources ont été engrangées dans ces musées. On aurait bien aimé qu'à défaut d'en avoir la totalité, que nous avons quand même le droit d'avoir des dividendes qui nous permettent évidemment d'entretenir nos musées, d'en construire de nouveaux pour exposer ces œuvres-là. Et à ce titre, ce qui se fait actuellement, la deuxième exposition des trésors royaux revenus de Paris et en même temps les œuvres contemporaines, je pense que c'est quelque chose qui va nous donner l'habitude aussi de visiter nos musées et cela rentre bien évidemment dans le cadre du programme d'ajustement, du programme d'action du gouvernement qui vise notamment à faire de la culture un levier de notre développement, révéler le Bénin également par la culture, le tourisme. Dette morale de la France vis-à-vis de l'Afrique qui devrait pousser Macron à aller au-delà des 26 œuvres. On l'entend. Est-ce peut-être pour cela aussi que, dans une certaine mesure, la France redéploie sa coopération et ses appuis à des programmes de développement en Afrique, au Bénin? On sait que derrière, il y a forcément des intérêts de positionnement stratégique par rapport à cette compétition de plus en plus féroce que se livrent des puissances à la fois émergentes ou puissances anciennes en Afrique, désormais terre d'opportunités. Et bien, on verra tout à l'heure dans les actes qui vont être opérés ici, les actes de coopération qui vont, si on annonce dans le courant de leur rencontre juste après le tête-à-tête et une rencontre élargie aux différentes délégations ministérielles, conseillers et même hiérarchies militaires, des actes de coopération qui seront signés. On en aura sans doute l'écho quand ils seront devant la presse. Je voulais vous demander à vous, monsieur Franck Armel Afoukou, qui incarnait un peu la voix officielle ici, est-ce qu'il se susurre, vous avez des confidences que Macron est quand même dans l'état d'esprit d'aller au-delà, au bout de sa diplomatie culturelle et aller au-delà, je veux dire, aller à la rencontre de la revendication de Patrice Talon, intégralité du retour des trésors culturels? Je vais signaler que la coopération culturelle est aujourd'hui l'un des axes majeurs de la coopération bilatérale entre la France et le Bénin. Et que les 26 de plus en plus affirmé. Tout à fait, tout à fait. Et que la demande de restitution a été formulée en 2016 par une lettre du ministre des Affaires étrangères, sur instruction donc du chef de l'État au ministre français des Affaires étrangères et qui avait reçu un avis défavorable à son époque. Mais avec l'arrivée du président Macron, il y a eu un tournant avec le discours de Ouagadougou, un discours au cours duquel le président a reconnu la nécessité que les biens culturels qui appartiennent à l'Afrique puissent être visités et être présents en Afrique. Et c'est à partir de cette date que les activités intenses de négociation ont commencé entre les deux parties et qui ont donc abouti en 2021 à la restitution des 26 œuvres. Alors, la demande du Bénin n'est pas de vider les musées français. Il faudrait qu'on soit clair là-dessus. La demande du Bénin, c'est d'avoir au Bénin, de voir restituer les œuvres emblématiques de notre histoire. Les œuvres à travers lesquelles chaque Béninois peut se reconnaître. Reconnaître la grandeur et la fierté
de notre passé. Donc il y a derrière il y a des questions de mémoire, mais des questions d'identité, de fierté nationale. Et il y a un programme commun de travail entre les deux parties qui a été signé en 2019 et qui suit son cours actuellement. Le président Macron est dans cette démarche d'aller au bout de sa logique. Et donc, les 26 œuvres, comme vous le savez, c'est une préconisation du rapport Savoy-Sarr. C'est après avoir mené 7 études lancées, commanditées par le président français à l'occasion de la visite du président Patrice Talon à l'Élysée en 2018, que cette étude a été commanditée. Et donc, à la restitution de cette étude, le rapport a préconisé que dans une première étape, il y ait d'abord la restitution de ces 26 œuvres. Donc nous sommes dans ce schéma. Une fois cette restitution opérée, le président a lancé une nouvelle idée, l'idée d'avoir une loi cadre qui puisse faciliter l'instruction des prochaines demandes de restitution. Et c'est dans cette dynamique que nous avons, que le président Emmanuel Macron a nommé un ambassadeur pour la restitution des biens culturels, l'ambassadeur Jean-Luc Martinez, qui a effectué une visite au Bénin ici et qui a d'ailleurs rendu récemment son rapport. Et cette loi est en cours d'évolution. Nous espérons que la logique puisse aller jusqu'au bout, malgré la situation au Parlement français. Voilà, on espère que la logique puisse aller jusqu'au bout et que, effectivement, à la fois Patrice Talon, lui, est déjà dans cette sorte de légitimité reconnue à travers toute l'Afrique. D'ailleurs, la CEDEAO, je crois, l'a désigné comme champion de la reconquête de la mémoire africaine en déshérence sur la planète. Les deux chefs d'État, Talon et Macron, se sont ainsi illustrés comme allant dans le bon sens de l'histoire, on l'espère bien, comme les héros politiques qui ont achevé une revendication, une lutte très longue. Elle remonte au-delà de l'horizon diplomatique que vous avez évoqué, qui a marqué le début de cette lutte. Il y a la société civile africaine, des intellectuels africains, des artistes africains qui sont engagés derrière cette cause. Je fais référence par exemple aussi au combat mené par Georges Louis-Tin en France, président du CRAN, si je ne m'abuse, lutte à laquelle vous êtes associé d'une certaine manière ici en faisant pièce, je veux dire en étant un peu le répondant à ce combat de la société civile. Vous pouvez nous rafraîchir un peu la mémoire de ces héros anonymes, de l'œuvre de ces héros anonymes? Non, je pense que vous faites bien de le rappeler, ce combat, bien évidemment, pour revendiquer, il faut en avoir la légitimité. Et dans ce sens, le Bénin, à travers le président Patrice Talon, a joué le jeu en ayant le courage d'être pionnier, de manifester un leadership sur le continent, puisque beaucoup de chefs d'État avant lui étaient réticents. Voilà, et on se rappelle, je ne vous arrête pas, on se rappelle, justement, ça n'a pas été si facile que ça, parce que François Hollande avait opposé une fin de non-recevoir à cette revendication-là, à cette requête. Absolument. Oui. Et donc, mais après l'avoir dit, il faut effectivement, comme vous venez de le rappeler, souligner que ce combat a été mené d'abord par la société civile panafricaine, notamment le président du CRAN, Dr Louis-Georges Tin, et repris après par l'État de la diaspora africaine. Enfin, qui est une structure associative à vocation panafricaniste, ce n'est pas un État constitué. On fait attention aux mots. Oui. C'est un État, mais sous la forme symbolique. Voilà, absolument. Et donc, ce travail a été fait par ces différentes structures. D'abord, le CRAN, et puis l'État de la diaspora africaine. Donc, beaucoup d'intellectuels et de panafricanistes ont travaillé dans ce sens, mais une fois encore, c'était important que ce combat soit porté par les États, puisque, en l'espèce, ils n'ont pas qualité pour revendiquer au-delà de la symbolique. Et c'est dans ce sens que le Bénin a joué un rôle très important, et à travers le président Patrice Talon, pour qu'on en arrive au résultat actuel, qui est un pas qui va en appeler beaucoup d'autres sur le continent. Aujourd'hui, tous les pays qui étaient réticents
à l'occasion, sont maintenant prêts à demander à ce que les œuvres culturelles qui se sont retrouvées hors du continent, pour des raisons que tout le monde connaît, la colonisation notamment, reviennent sur le continent. Vous faites bien d'évoquer le combat hautement symbolique de la société civile. On annonce priorité au direct que le président Emmanuel Macron s'apprête, en tout cas sa délégation s'apprête à franchir. On aperçoit dans le fond de l'écran, à l'entrée du palais, un véhicule majestueux, sans doute, qui va déposer le président français Emmanuel Macron juste à la hauteur de ce détachement militaire pour recevoir juste devant le tapis rouge les honneurs militaires. Je ne sais pas si notre collègue Nicanor Kovi est en position. Non, on a les images, il n'est plus en position. Le véhicule s'arrête. Je présume, je parie que c'est selon le timing de l'agenda officiel annoncé que c'est le président Macron. C'est le président Macron qui vient de poser ses pas sur le tapis rouge dressé à l'entrée du perron de la Marina, et sans doute à l'autre bout son hôte béninois Patrice Talon qui dans un instant va lui faire les accolades amicales. On va suivre cette séquence des honneurs militaires. Solennel. L'allure altière de Macron qui rappelle une certaine rectitude de posture, d'un certain talent. Deux hommes d'État au parcours différent, atypique, mais finalement ayant enfourché ensemble un acte qui, de tous les avis, entre dans le sens de l'histoire, notamment cet acte. Voilà, Patrice Talon qui vient à la rencontre de Macron. Échange de convivialité entre ces deux hommes qui se retrouvent après les instants émouvants. Peut-être va-t-on capter quelques instants de leurs échanges. Un peu hors de portée de nos techniciens. En tout cas, on sent un plaisir visible des retrouvailles entre les deux hommes. Plaisir affiché sans complexe devant les caméras. D'ailleurs, un plaisir balisé par justement l'onction de cet acte de diplomatie culturelle qui permet aux Béninois et à toute l'Afrique entière de pouvoir venir visiter ici au Palais de la Marina ces œuvres emblématiques d'un royaume grandiose dont le nom et les rois, notamment Béhanzin, traversent le temps, les âges et les pays. À l'accueil, le ministre béninois des Affaires étrangères qui était allé accueillir à l'aéroport aux environs de minuit le président Macron, le ministre béninois des ministre d'État chargé de l'économie et des finances de Mme Wadaï. Bonjour, monsieur le Président. On a fait connaissance. À nouveau. Merci bien. Merci d'être là. Évidemment de la délégation française, également à l'accueil. Ça va. C'est un comité mixte qui est ainsi. Voilà, monsieur. Vous allez bien? Madame la ministre, vous allez bien? Le ministre de la Culture. Là, qui est là, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. On a notre ministre délégué, le ministre d'État aussi que j'aperçois. J'aperçois également l'ambassadeur Marc Vizy. J'aperçois également la secrétaire, le ministre de la Culture, la ministre française de la Culture, qui est à côté de son homologue béninois. Voilà. Et puis juste à côté, le conseil spécial du chef de l'État. Et Madame Zakarou Poulot, qui est secrétaire d'État au parti
partenariat, la francophonie. Et vous avez en bout de ligne le conseiller Afrique, Franck Paris, du président Macron. Avec deux officiers supérieurs de la hiérarchie militaire à la fois de la France et du Bénin, parce que leur présence n'est pas anodine. Des questions sécuritaires seront sans doute à l'agenda. Tout à fait. Eh bien, voilà, de cette visite de Macron, quand on sait le contexte sécuritaire difficile dans lequel s'inscrit aussi cette visite. C'est sans doute aussi pour cela que des précisions n'ont pas été vraiment données de manière fine sur l'agenda d'arrivée du président. C'était annoncé pour aujourd'hui d'ailleurs, son arrivée, mais finalement ça a été retardé, ça a été anticipé. Il a dû atterrir au Bénin hier nuit. On comprend bien les soucis sécuritaires qui entourent l'annonce de l'agenda de cette visite, de toute cette délicatesse, de toutes ces précautions, n'est-ce pas, monsieur Franck Amael Afoukou? Les agendas diplomatiques et surtout les agendas des chefs d'État peuvent être parfois gardés secret pour des raisons de sécurité. Donc le chef de l'État est arrivé dans la nuit, contrairement à ce qui était annoncé au départ. Voilà, les deux hommes s'acheminent dans la salle où ils vont disparaître, se retrouver seuls, tête à tête, pour discuter à deux avant que, selon le programme annoncé, les échanges ne soient élargis aux délégations avec la signature des différents accords. Ponctué par la signature de différents accords. On en aura les échos de manière discrétionnaire sans doute avec les deux chefs d'État quand ils viendront devant la presse tout à l'heure. Mais est-ce que dans les grandes lignes, j'ai évoqué des questions sécuritaires qui vont sans doute faire l'objet d'accords d'un redéploiement des appuis français au Bénin? Sans doute, je l'imagine, c'est le contraire qui m'étonnerait, mais également d'autres actes de coopération. Je ne suis pas dans le secret de ce que les chefs d'État vont se dire en tête à tête. Donc les chefs d'État vont nous révéler la teneur de leurs échanges dès qu'ils viendront à la conférence de presse. Tout à fait, mais au niveau des actes de coopération, bon, tout ça c'est balisé. Vous avez travaillé là-dessus sans doute, même sans nous décliner dans le détail peut-être des accords, des montants affectés à des différents secteurs. Ce qui est sûr, on aura un renforcement de la coopération sur certains chantiers. Oui, nous avons les priorités de notre coopération bilatérale du moment, donc la coopération culturelle. Donc dans le cadre de cette coopération, il y aura une feuille de route qui sera signée pour la création d'un institut franco-béninois. La deuxième priorité de notre coopération, c'est l'enseignement technique et la formation professionnelle. Donc nous aurons également un accord dans ce cadre qui va accompagner la mise en place d'un pôle régional d'enseignement supérieur à Sémé-City. Mais pas seulement, ça c'est dans le cadre de la coopération classique sectorielle. Est-ce que des annonces se profile par rapport justement à cette question? Oui, c'est vrai qu'il y a un appui de la France à la formation, en tout cas à l'émergence d'une industrie culturelle et touristique. Notamment, il y a la formation des guides touristiques qui est appuyée par la France, la Banque mondiale et d'autres structures de coopération multilatérales. Il y a également l'économie numérique qui fera l'objet d'une attention de la France, parce que dans son programme de visite, le président français ira visiter le programme de Sémé-City. Tout à fait. N'est-ce pas, Sémé-City qui est donc au cœur du projet du Bénin pour renouveler l'enseignement technique et la formation professionnelle. C'est un projet ambitieux, c'est un projet qui a maintenant une vocation de s'étendre au niveau régional, et c'est un projet qui met aussi à cœur, à son centre, la jeunesse, l'employabilité des jeunes, la formation des jeunes dans des domaines porteurs d'emploi. Est-ce que vous pensez que sur la question de la coopération militaire, la présidence, je l'ai indiqué, on a vu à l'image d'officiers supérieurs des deux parties qui seront présents et qui vont participer aux échanges, aux discussions bilatérales après le tête-à-tête des présidents dans cette réunion élargie qui est entrevue. Est-ce que l'annonce
un redéploiement militaire, un repositionnement à votre sens, vous qui avez des indiscrétions dans le milieu diplomatique, qui avez la parole un peu plus libre que l'ambassadeur, si c'est normal, il est dans les clous diplomatiques. Est-ce qu'il se suit, il s'annonce un redéploiement militaire de la France au Bénin, vu que la France est en recul net de ses positions militaires au Sahel? Ce qui est évident, c'est que la France, à travers ses représentants, connaît mieux le Bénin que même les autorités béninoises. Parce qu'ils sont là depuis plus d'un centenaire. Nous avons effectivement des relations séculaires, enfin, Quand vous dites mieux que les autorités béninoises, on va modérer un peu le propos. Oui. Peut-être que nous, Béninois ordinaires, même. Enfin, non, ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que la France a beaucoup de leviers sur lesquels elle peut appuyer pour agir sur les pays, et notamment francophones. Nous souhaitons que ça change, bien évidemment. Cela dit, évidemment, de la même manière, nous avons une coopération militaire qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est de ça aussi que je parle. C'est ça. Maintenant, de là à ce que, par exemple, vous ne le dites pas directement, à ce qu'il y ait une base militaire française au Bénin, je pense que de par l'histoire, ce sera quelque chose de difficile. Ce sera quelque chose de difficile qui sera difficilement accepté par la terre béninoise en tant qu'entité, mais aussi par l'opinion publique béninoise, de par l'histoire. Alors, pour nous expliquer pourquoi... Oh, d'accord, de par l'histoire, vous avez commencé par apporter des éléments d'explication. Oui, parce que même les pays dans lesquels il y avait de bases militaires, il y a une forte poussée de l'opinion publique pour que la situation change. Nous devons, c'est une chose indéniable, qu'il faut qu'il y ait une coopération plus renforcée. C'est tout à fait normal parce que nous avons des relations séculaires que nous ne pouvons pas effacer, mais en même temps, nous avons le devoir de nous autogérer. C'est vrai que par le programme d'ajustement structurel, on a eu des décennies où, notamment, nous armer, nous prendre notre sécurité beaucoup plus en main, ça a été difficile. Ça commence un peu à évoluer, mais au-delà, nous avons besoin de renforcer nos partenariats sous-régionaux, diversifier également nos partenariats en termes de sécurité-défense. Et donc, dans ce schéma-là, et en plein 21e siècle, et plus précisément depuis 2020, on est dans un schéma où, aujourd'hui, installer de bases militaires, je pense que ce n'est pas la dynamique actuelle. On peut renforcer les partenariats. Nous avons besoin, que ce soit en termes de renseignement, que ce soit en termes de survol de territoire, qu'on nous aide, mais que cela devienne, cela aboutisse à l'implantation d'une base militaire. Je pense que ça sera difficile à accepter, et par la terre béninoise, et par l'opinion publique béninoise. Pour le moment, ambassadeur Franck Armel Foucault, on n'a aucune donnée sur un projet d'installation d'une base militaire au Bénin. C'est une question extrêmement délicate, chatouilleuse, peut-être à compte courant des dynamiques relationnelles entre en tout cas au niveau des sociétés civiles africaines, qui peuvent éprouver une sorte de sentiment de rejet ou voilà, de défiance par rapport à ce qui pourrait être emblématique d'une présence, d'une influence de la France sur la souveraineté des pays africains. Mais pour autant, comme l'a indiqué Héribert, la belle Adjovi, la réelle politique commande qu'on profite de l'expertise de pays comme la France, qui subissent de plein fouet la menace djihadiste, c'est plus qu'une menace, disons le terrorisme, et qui oppose des moyens de renseignement, notamment parce que le cœur de cette lutte asymétrique, le levier le plus important, c'est les renseignements. Donc, est-ce qu'on est dans des bonnes dispositions d'esprit pour envisager un renforcement de cette coopération-là, sur ce levier? Il faut éviter les procès d'intention, et il faut aussi éviter de semer des doutes dans l'esprit de nos concitoyens. Il n'est pas à l'agenda qu'il y ait une base française au Bénin. Vous savez que le Bénin, depuis la fin de l'année dernière, a commencé par faire face au phénomène terroriste. Et le phénomène terroriste dans la sous-région, qui est en pleine expansion, est un phénomène auquel aucun pays ne peut faire face seul. Donc, il est envisagé le renforcement de notre partenariat avec la France, un partenariat qui a commencé depuis 1975, l'accord militaire qui régit la coopération entre les deux pays.
date de 1975 et c'est un accord qui a permis de renforcer les capacités des forces armées et de défense, notamment en termes de formation, en termes d'équipement. Donc, face à cette nouvelle menace, face aux nouveaux défis, il est normal que les deux parties envisagent, discutent de la manière de renforcer davantage ce partenariat, de l'adapter à ces nouvelles menaces pour une lutte efficace contre le terrorisme. Mais de là à extrapoler pour l'installation d'une base militaire, je pense qu'il y a deux pas ou plusieurs pas à franchir. C'est des ressentiments, j'allais dire presque légitimes, qui fleurissent le fantasme de la société civile quand on c'est possible, mais le chef de l'État français a été clair. À la veille du 14 juillet, dans son discours aux armées, il a été clair. La France s'est engagée dans une réorganisation de son dispositif militaire au Sahel pour aller vers des dispositifs moins posés et moins exposés. Donc c'est tout à fait clair sur le fait qu'il n'y aura pas de base militaire ou qu'il n'y aura pas en tout cas des installations aussi exposées comme ce que nous avons vu au Mali. Et sans doute un appui au plan de la coopération militaire bilatérale, mais également un appui au dispositif collectif de l'initiative d'Accra, où les pays sous la menace djihadiste de la sous-région se sont donné la main pour affronter. Oui, il y a plusieurs partenariats qui sont explorés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les pays de la sous-région se sont engagés dans une initiative d'Accra pour coordonner leurs actions, notamment en matière de renseignement, d'échange d'informations, mais aussi d'activités conjointes, bien entendu. Vous avez aussi la France qui soutient l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme qui est basée à Abidjan. La France apporte un appui à cette académie qui forme les militaires pour lutter efficacement contre le phénomène terroriste. Une coopération qui remonte à 1975. On va explorer, tâter justement l'état de cette coopération avec un sujet réalisé par Ghislain Poguet, le militaire qui est dans nos rangs. Il a eu un entretien avec le chef d'état-major général des armées, Fructueux, le général de brigade Fructueux Bagdi. On suit le sujet. Depuis les années 60, année de la cession du Dahomey devenu Bénin à la souveraineté internationale, la France entretient avec le Bénin d'excellentes relations en matière de sécurité et de défense. C'est le 27 février 1975 que par un accord, cette coopération a été formellement instituée. Mais nous sommes en 2022 et depuis, le cadre de la coopération a évolué, s'améliorant par rapport au contexte sécuritaire. En matière de sécurité intérieure, plusieurs programmes et projets sont mis en œuvre. Ils vont de la formation et du renforcement de capacités des unités spécialisées de la police à la création du centre de documentation de la sécurité publique, en passant par le renforcement de la police technique et scientifique, le renforcement de l'Agence nationale de protection civile, jusqu'à l'appui en matériel et équipement. Dans le domaine du terrorisme, cette coopération s'évertue à améliorer la lutte contre le fléau en renforçant les capacités d'anticipation et d'action, de réaction et d'intervention et participant à la mise en place d'un centre de crise interministériel. En matière de défense, cette coopération va de la formation à l'équipement des forces. Aujourd'hui, ce sont les éléments de l'armée française basés au Sénégal qui sont les plus actifs dans la mise en œuvre de cette coopération. Le fleuron de ces relations, c'est une école nationale à vocation régionale qui nous permet d'intervenir dans le cadre de la dépollution et de la lutte contre les engins explosifs improvisés. Le CPADD, Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution de Ouida. C'est une école unique en Afrique qui, dans le cadre du génie militaire, nous permet de faire face aux menaces que constituent aujourd'hui les engins explosifs improvisés, notamment les mines artisanales. Ce sont des relations au beau fixe, marquées par la solidarité. Il y a très peu de pays qui nous apportent de telles expertises qui nous aident à ce point. Donc,
Je voudrais franchement et du fond de mon cœur saluer cette coopération en espérant que par rapport aux incertitudes qui pointent à nos frontières au nord, que la France puisse, dans cet élan de solidarité qui a toujours été le sien, participer avec nous à la lutte contre l'extrémisme violent. Le président de la République française au Bénin, comme pour un jardin, c'est du terreau à cette coopération. Le général de brigade Fructueux Baguidi, très fier de cette coopération militaire française fructueuse, sans jeu de mots facétieux. De ma part, chiche, une coopération, un appui militaire à la formation, au renseignement, mais pour rester dans les clous de l'engagement de Patrice Talon et de cette sorte de lucidité. Je me rappelle le discours de Dakar, où dès que la menace terroriste a commencé par rôder, planer et se montrer plus féroce à nos frontières, au niveau des pays sahéliens, il a appelé ses pairs à ce que la question de sécurité soit une question prioritaire, autant prioritaire que les autres chantiers de développement. Et donc, on a remarqué par la suite, le budget accordé à la défense nationale a été abondé au Bénin. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement que toute la nation se mette dans cet état d'esprit-là, en fait, et qu'on ne laisse pas cette question à la souveraineté, à l'aide publique au développement? Ah, mais c'est une question prioritaire aujourd'hui, puisqu'il a été annoncé au moins il y a une décennie de la part des experts occidentaux que la décennie 2021-2030 est la décennie de l'Afrique et que l'Afrique allait émerger. Mais on a constaté que même s'il y avait des mouvements extrémistes, tout cela, ça s'est renforcé brutalement. Et nous avons un pays comme le nôtre, avec la situation qu'on avait au niveau, par exemple, des pays comme le Mali, le Niger, les pays du Sahel aussi, qui étaient vraiment attaqués depuis qu'il y a des militaires, notamment au Mali, au Burkina et également en Guinée, même si la Guinée, on a une avancée de ces djihadistes vers les pays côtiers. Et dernièrement, on a vu que ce soit notre pays, que ce soit le Togo à côté, on est sous la menace. Mais on sait très bien également, et ça, ce serait naïf de ne pas le reconnaître, que le djihadisme vient de quoi? C'est vrai qu'il y a les inégalités régionales, il y a des situations de crise à l'interne, tout ça. Mais on sait très bien que ça fait longtemps que les grandes puissances, dans le cadre de ce que je peux appeler le chaos contrôlé, ont envie de se repositionner en Afrique, de recoloniser l'Afrique, pas forcément de la même manière que ça s'est passé il y a un centenaire, mais de le faire. Et aujourd'hui, le soutien aux mouvements terroristes et autres, on se demande qui les soutient, parce qu'à des moments donnés, ces mouvements ont plus de moyens que les États. Donc, oui, mais on sait très bien que, alors, il va falloir que l'action sous-régionale soit renforcée. C'est pour ça que ça fait partie des domaines lesquels vraiment nos pays ont eu de la vision, parce qu'au-delà de chaque pays pris isolément, comme c'est une question transfrontalière, il est très important que les pays se donnent la main pour y travailler, tout en sachant que nous avons besoin de diversifier nos partenariats, parce que très souvent, celui qui met le feu, c'est lui qui vient faire le sapin-pompier. Je suis sûr que votre avis sera un peu distant de celui de cette théorie du chaos que vient de nous décrire, qui est comme une sorte de stratégie de domination, d'accord, mais certes, même s'il faut travailler à contrer la menace djihadiste en essayant de donner de l'espérance de vie, notamment sociale, à des jeunes qui sont poussés par le désespoir de la survie, poussés dans les bras des tentations djihadistes. Même quand on a fini de dire ça, est-ce qu'en fait les origines des soutiens de ces groupes terroristes-là ne sont pas connues? On sait que les pays, certaines principautés arabes sont surveillées de très près de ce point de vue-là. Est-ce que c'est en Occident qui a l'origine du mal? On ne naît pas djihadiste, on le devient. Et il y a un certain nombre de facteurs qui concourent à la fabrication des djihadistes.
Mais il y a certains propos que nous allons peut-être nuancer sur ce plateau. Faire le lien entre la présence des djihadistes et les soutiens arrière que peuvent leur apporter, c'est un propos qui est très loin de ce que nous allons tenir sur ce plateau. Je pense que c'est important que nous puissions éclairer l'opinion nationale sur certaines situations données. Le djihadisme, oui, on le devient, donc il y a des facteurs qui y contribuent et par conséquent, tout gouvernement responsable prend les dispositions pour traiter la question non seulement au niveau militaire, mais également au niveau économique et au niveau social. C'est dans cette dynamique que le gouvernement du président Talon s'est engagé. Le tout n'est pas que militaire. Il y a des programmes de soutien. Vous savez, dans le programme d'action du gouvernement, il y a le développement équilibré du territoire national. Alors, c'est un point important. L'affirmation de la présence de l'État aux frontières. Et c'est un programme très cohérent que mène en œuvre la BGF, une structure qui est l'Agence béninoise de gestion des frontières. De gestion intégrée des frontières. Voilà, une structure qui essaie de renforcer la présence de l'État aux frontières par la construction des écoles, par la construction des hôpitaux, parce que lorsque le développement est équilibré sur le territoire national, vous avez moins de situations de frustration, vous avez moins de causes qui peuvent pousser des gens à se faire recruter très facilement par des gens qui viennent leur vendre des illusions ou leur miroiter de s'engager dans un combat qui est peut-être perdu d'avance. Et l'un des déterminants justement de la persistance, de la montée en puissance de cette menace à visage difficilement maîtrisé et qui oppose aux États une guerre asymétrique, c'est justement son financement. Et c'est pour ça que des instruments ont été mis en place, en tout cas une veille se fait pour contrôler la traçabilité des financements criminels aussi. Oui, le terrorisme se nourrit aussi à travers des flux financiers illicites. Donc il y a tout un programme de coordination entre les États pour pouvoir lutter justement contre les groupes criminels qui, de par leurs activités, financent aussi financent également le terrorisme. Et Adjouvi, la question de la maîtrise du contrôle et de l'affirmation de la présence de la souveraineté de l'État aux frontières, c'est une question, j'allais dire de sentiment même d'appartenance. Pourquoi je le dis? Parce que en faisant des reportages aux frontières, justement avec la BGF, on a réalisé qu'à l'intérieur de nos frontières, il y a certains de nos compatriotes qui utilisent la monnaie de pays voisins, parlent leur langue, et quand on leur pose la question, c'est qui votre président? C'est le nom du président du pays voisin qui fuse. Donc c'est une question éminemment souveraine, impérative. Absolument, absolument. De ce point de vue, on ne peut pas dire le contraire. Il est très important qu'il y ait les structures de l'État à nos frontières, y compris en termes de sécurité et défense. Sinon, si vous n'avez pas une présence réelle sur le terrain, on a l'impression que vous laissez votre territoire aux voisins, même si nous avons hérité de ces frontières-là, où des populations vivant dans une sorte d'harmonie se sont retrouvées de part et d'autre, harmonie culturelle, civilisationnelle, se sont retrouvées de part et d'autre de ces lignes imaginaires-là. Tout à fait. Mais au-delà, quand on prend certains pays, on voit la situation. Comment vous pouvez imaginer qu'un pays comme le Mali, pendant un trentenaire, on a fait des élections générales que sur 25% du territoire. Parce que, justement, on a dit qu'on soutient la lutte contre le terrorisme, tout cela, mais une bonne partie du territoire, notamment la partie septentrionale, et qui se retrouve regorgée de ressources minières, alors il y a une volonté, on dit qu'on veut aider à rendre le territoire pacifié et que le gouvernement puisse avoir le territoire en main, tout le territoire du pays, mais ça piétine. Pourquoi? Parce que derrière la lutte contre le terrorisme, malgré qu'il y a les combats, derrière il y a l'exploitation des ressources minières. Donc c'est pour cela que nous avons le devoir, en tant qu'Africains, de travailler à ce que il y ait des infrastructures socio-communautaires, il y ait la sécurité, la défense à nos frontières et partout, mais qu'au-delà, qu'il y ait une action concertée de nos États pour faire en sorte que notre sécurité soit gérée d'abord par nous. Parce que ce n'est pas rare d'entendre
Et on l'a entendu notamment à Bamako, au Mali, on l'a entendu également à Ouagadougou, au Burkina Faso, qu'au même moment qu'on dit qu'il y a un partenariat, un soutien à nos pays, que derrière, ceux qui doivent nous aider pour les renseignements, pour le survol du territoire, parce qu'on n'a pas tout le matériel nécessaire, donnent des renseignements à la fois au gouvernement et à la fois aux partis rebelles. Et cela a poussé des militaires à prendre le pouvoir. Donc nous devons travailler à nous responsabiliser parce que tout ça aussi, ça dépend de comment nos pays ont été gérés à ce jour. Depuis 1960, on est indépendant, même si on sait très bien que c'est nominal. Il faudrait une indépendance nominale. Il faudrait quand même qu'on travaille. Seul, on ne peut pas le faire, mais de façon concertée. Les pères à l'indépendance ont travaillé à ce qu'il y ait des ensembles sous-régionaux. Oui. C'est un effort important. Maintenant, il faut donner du contenu à ces ensembles sous-régionaux à travers des projets intégrateurs. Il faut saluer le fait que quand même nous avons notamment déjà au niveau de l'espace CEDEAO une concertation renforcée entre l'État et également les états-majors, les structures de sécurité et de défense, parce que seul on ne peut pas faire face seul on à ne la peut pas faire face. Heribert Labelle-Ayovi rappelle ce que je pourrais appeler une question de bon sens, c'est que la plupart des pays africains sont en train de célébrer au moins 60 ans d'accession à l'indépendance. N'est-il pas temps aujourd'hui, et on comprend donc les soucis d'une gouvernance rigoureuse, éthique, telle que